Bonjour, on refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat avec nos invités. Cette semaine, nous intéressons bien sûr à l'iPad et plus exactement au risque court Apple d'essuyer un échec. 17 ans après le bit du Newton, l'ancêtre de l'iPad. Alors, qu'est-ce que c'est le Newton pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui l'auraient oublié? Séquence nostalgie avec le sommaire. On refait le Mac. Août 1993, Apple crée déjà l'événement avec le Newton. Le premier PDA traduisait assistant numérique de poche. L'ancêtre de l'iPad qui était déjà tactile et qui se manipulait via un stylet proposait un système de reconnaissance d'écriture révolutionnaire. Hélas, il n'a pas rencontré le succès escompté par les dirigeants d'Apple, et si bien qu'à son retour aux commandes de la compagnie, Steve Jobs décide de jeter l'éponge et d'abandonner le projet. Que reste-t-il du Newton aujourd'hui? Trouve-t-on encore des restes au cœur de l'iPad? Apple a-t-elle appris de ce terrible échec? Risque-t-elle de répéter les mêmes erreurs? On refait le Mac, épisode 9, du Newton à l'iPad. On refait le Mac. Avec pour en parler avec nous cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne LCI et de également LCI Radio qu'on retrouve chaque semaine à la fois dans Plein Écran et Bonsoir Olivier. Et la French Connection. Et la French Connection, la French Connection de retour sur LCI Radio. Oui, et de retour à Paris, Cédric, ça s'est bien passé, tout va bien? Recalé? Oui, tout va bien. Sérieusement jetlagué, mais on est très content du plein écran qu'on a fait sur l'iPad la semaine dernière. Marche très bien. On a parlé du Newton justement. Sans surprise d'ailleurs, parce que absolument. Et puis également, comme invité, une première aujourd'hui avec Philippe Neubourg, qui est le directeur du musée de l'informatique. Ça va bien, Philippe? Bonjour à tous. Et la troisième personne, vous la connaissez déjà, c'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonsoir, Monsieur X. Bonsoir Olivier, qu'est-ce que je suis content d'être là. Grâce à toi, je revis une deuxième vie Apple et c'est tellement bien. Oui, ils avaient sorti 2-3 vieux dossiers plein de poussière pour ce soir, parce qu'on va parler de vraiment vieux dossiers ce soir. Je suis blindé. Alors messieurs, on a eu une brève présentation du Newton, on a vu que ce n'était pas forcément un grand succès, presque un mauvais souvenir pour les responsables d'Apple. Est-ce qu'on peut voir ensemble pour quelles raisons le Newton n'a pas fonctionné alors qu'il était en avance sur son temps? Philippe, toi qui es monsieur directeur du musée informatique, peut-être tu peux nous dire quelques mots. Ben écoute, oui, la raison, je pense que tu as fait la question avec la réponse. C'est-à-dire que la principale raison pour laquelle il a été un échec, c'est parce qu'il a été en avance sur son temps. Et quelque part, il n'était pas le seul. À cette époque, on avait aussi le QuickTake, l'appareil photo, la Pippin, la console de jeu, etc., etc. On en a eu beaucoup quand même à ce moment-là, des produits Apple très en avance, mais tellement en avance qui n'ont pas trouvé leur marché. Monsieur X, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je vais me permettre quand même de la compléter. Moi, je pense que si on parle de technologie en avance, il y en a une qui était très très en avance et qui n'a jamais émergé ni chez Apple ni chez les autres. C'est la reconnaissance d'écriture qui était quand même au cœur de la fonctionnalité du Newton. Et elle n'a jamais eu la précision qu'Apple nous avait promis. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis la deuxième chose, ça c'est plus un effet, on va dire, de l'environnement de l'entreprise Apple. Jobs est arrivé et revenu aux commandes de l'entreprise, et il a eu à faire des choix drastiques pour retrouver des marges de manœuvre, et il a peut-être sacrifié le Newton qui n'était pas encore un succès pour pouvoir faire l'iMac. On va en parler, mais n'allons pas trop vite. Cédric, je crois que dans le dernier plein écran d'ailleurs, tu en parles de peut-être la principale raison de l'échec de Newton. Je crois que la principale raison, c'est la promesse. C'est-à-dire que le Newton était quelque chose qui promettait énormément et qui délivrait pas sur cette promesse. C'est pour ça d'ailleurs que juste à peu près au même moment, enfin par enchaînement, le Palm, lui, a été un succès parce qu'évidemment, le Palm vous promettait pas une reconnaissance d'écriture parfaite à partir d'une écriture naturelle, mais il vous apprenait, vous savez, le fameux alphabet graffiti. À côté de ça, le Newton, c'était une pile de promesses incroyables en termes de communication, en termes d'ergonomie, en termes de toute la pile des choses qu'on allait faire avec. Et ça a pas délivré. Moi, on a vu la semaine dernière Jean-Louis Gasset qui lui était aux manettes chez Apple quand le projet Newton a été lancé, parce qu'en plus Steve Saccoman, qui est le patron du projet Newton, est le garçon qui l'a suivi après chez Bee, donc c'est vraiment une longue histoire entre eux. Et lui me disait non, mais on n'y est juste pas arrivé, c'est-à-dire que la technologie était juste pas mûre. Et puis en plus, au fur et à mesure des révisions, des prototypes, etc., la machine était de plus en plus épaisse, de plus en plus lourde, de plus en plus chère. Je crois que le premier Newton, on le dit dans l'émission, il est sorti, il coûtait
$700 de l'époque, C'est- c'était absolument hors de prix. Cédric, en fait, la première version, elle marchait pas, quoi. La reconnaissance d'écriture, Non. donc on écrivait à main levée et ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, Non, non. il y a une vidéo qui illustre très bien, je vais vous la montrer, qui illustre très bien l'époque. Je vous la montre de suite, jetez un coup d'œil, ça résume parfaitement le sentiment des utilisateurs à l'époque. On refait le Mac. How innovative. I like it. Hey, Dolph, take a member on your Newton. Beat up Martin. Bah! On refait le Mac. Bref, donc voilà, Oui, voilà. ça résume parfaitement, quoi. Ça Tout marchait est pas dit. très bien, les premières versions. Non. Mais même pas les premières versions, je crois qu'il y a eu 7 versions du Newton, et il n'y en a pas une qui a réussi à le faire sortir de l'ornière. Peut-être aussi parce que la perception première des gens qui s'y étaient intéressés au début, c'était ça marche pas. Et c'est très dur de sortir de ce genre de perception. D'où l'enjeu aujourd'hui avec l'iPad, mais n'allons pas trop vite. Monsieur X, concrètement, c'était aussi quand même le bébé de la personne qui avait viré Steve Jobs de Newton, si je ne m'abuse. C'était le bébé de John Sculley. Ouais, je sais pas si, je sais pas s'il faut en faire un problème personnel, mais Si, un peu quand même. c'est plus. Alors, peut-être alors. Il y avait peut-être une histoire de faisons table rase du passé. Mais maintenant, je crois sincèrement, hein, il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Apple perdait de l'argent tant et plus. Et une des premières choses qu'a fait Steve Jobs, ça a été de simplifier drastiquement le portefeuille produit. Je crois, si ma mémoire est bonne, qu'on disait quand j'étais chez Apple qu'il avait divisé le portefeuille produit par 4 au cours des 2 premières années où il est revenu. Mais il a tout divisé Et par voilà. 4, Monsieur X. Les usines, le portefeuille, les salariés. Heureusement pas les ventes, hein, mais il a tout divisé par 4. En plus, bon, on sait que Steve Jobs, toute sa stratégie part de produits qui marchent et qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et il prétend que quand on a des bons produits, on est indestructible. En tous les cas, rien ne peut nous arriver. Et effectivement, comme le disait Cédric, le Newton ne faisait pas partie de ces produits qui marchaient sans souci, à l'exception peut-être du 8e Newton qui n'en était plus tout à fait un, qui était l'IMED 300. Où, comme Ah une oui, méthode absolument. ne marchait pas, on a additionné au Newton un clavier mécanique. Mais ça n'a pas Forcément, là, suffi il pour marchait. le sauver. Un clavier mécanique qui nous rappelle quelque chose, Philippe, je crois, hein, sur le nouvel iPad. Mais je voulais juste rappeler peut-être quelques points pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour qu'ils se remettent un peu dans cette ambiance-là, parce que Cédric parlait d'un appareil avec des promesses importantes. En effet, il faut pas oublier que le Newton, on est sur un appareil qui n'est absolument pas multimédia. Certes, il y a la reconnaissance d'écriture cursive, mais pour les plus jeunes, il faut pas qu'ils s'imaginent qu'on puisse mettre de l'audio, de la vidéo, de l'image, etc. Et puis en termes de communication, sur les premières versions, on était proche de pas grand-chose, c'est-à-dire proche de zéro. Il n'y avait même pas de port modem, c'est-à-dire que la seule manière de communiquer, c'était avec le Macintosh auquel on allait brancher le Newton. Oui, il n'y avait pas de réseau 3G. C'est des c'est versions l'époque par du la suite Minitel, qui hein, en sont France, venues avec hein. un modem. C'est l'époque du Minitel en France, le tout début de l'Internet, on est bien d'accord. Oui, l'internet était même pas encore véritablement lancé, puisque le Newton date de 93 et le premier fournisseur d'accès internet en France c'est 95. Que reste-t-il, messieurs, aujourd'hui du Newton au sein d'Apple D'après vous, quels sont les éléments qui ont subsisté, qui ont fait qu'aujourd'hui Apple a pu quand même capitaliser sur le Newton? Monsieur X peut-être. Et ben moi je dirais comme dans un poisson nommé Vanda, rien, que dalle, nip, niente. Merci, c'était donc une bonne question. La mission se termine, bonsoir. Je t'en prie. Non mais sérieusement, il reste certainement cette technologie de reconnaissance d'écriture qui a été un peu transformée, qui s'appelle Inkwell. Mais Inkwell est dans macOS 10, elle n'est jamais promue, il n'y a pas d'application qui l'utilise. Ça montre qu'Apple n'y Si on croyait regarde pas. Quoi. Je ne sais pas, en tous les cas, il n'y a pas d'usage évident qui ont été tirés de cette techno. Et si on regarde le dernier né, l'iPad, si Inkwell était suffisamment attractif pour Apple, vraiment l'iPad aurait pu paraître la tablette idéale pour utiliser Inkwell, et d'Inkwell on n'en a pas du tout parlé. C'est pour ça que je dis il en reste une trace technologique, mais pas vraiment d'utilité aujourd'hui. Oui, non, bien évidemment, mais surtout, moi je suis d'accord avec Monsieur X, ce Toujours que ça d'accord. laisse dans les placards.
Il faut toujours être d'accord avec Monsieur X, mais ce que ça laisse dans les placards d'Apple, c'est d'abord un précédent. C'est oulala, qu'est-ce qu'on s'est pris? On s'est pris quand même une grosse tôle. Ce serait bien d'essayer de ne pas réitérer la performance. Ce qui explique aussi pourquoi ça fait longtemps qu'on parle de tablettes chez Apple. On le sait maintenant, hein, l'iPad c'est un projet qui date de... le relancement du projet date peut-être même d'avant le lancement de l'iPhone. Monsieur X, Euh, vous confirmez? Non, très sincèrement, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est pas un secret, hein, Ouais. c'est qu'Apple a toujours plusieurs fers à son feu. Et il y a peut-être même plus de projets qui sont développés en interne que de projets qui ne sortent. Et puis Apple aussi est Bien très sûr. très féru de technologie, donc Apple est très très à l'affût de nouvelles technologies, va en acquérir, va en tester et va peut-être même prototyper autour de ces technologies. On le voit ne serait-ce qu'avec les dépôts de brevets Ouais. qu'Apple fait. Apple est très prolixe. Ça Ils veut disent peut-être pas tous derrière ça va toujours, faire un hein. produit. Au grand Ouais, désespoir mais de... Apple, tout ne donne pas un produit Oui. à chaque fois. hein. Et C'est ça crée pas- beaucoup de c'est pas comme rumeurs, ça que hein, ça se passe. Cédric. Ah mais clairement, regardez la dernière en date, on dit que finalement il y aurait un autre projet de tablette à l'intérieur Ouais. d'Apple, qui là, on se demandait depuis le début si la tablette serait plutôt un iPod ou plutôt un MacBook, et ben là ce serait plutôt la version MacBook avec un macOS 10 adapté mais complet. Aux joies. Il y a même eu un brevet là-dessus, c'est la tablette qu'on pourrait reglisser dans un châssis et qui reviendrait un Mac de bureau. Ouais, c'est la mais, série Duo là d'il y a encore, 20 ans, quoi, Cédric, c'est ça, hein, les PowerBook Ouais, Duo c'est d'il y a 20 ça, ans. exactement. Mais si on se remet à extrapoler sur chaque brevet que dépose Apple, tout à coup, il sortirait 2 Apple TV par semaine. Quoi. Ouais, non, c'est pas le cas. Philippe, tu peux nous montrer l'IMET? L'IMET, Philippe, qui est un Newton Alors, oui, doté tout d'un à fait. clavier. Oui, tout à fait. C'est ça ce qui est intéressant d'ailleurs. On disait à l'instant, on parlait de cette reconnaissance d'écriture. On n'a pas parlé de l'outil, c'est tout simplement le stylet. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, avant le Newton, on considérait que le seul outil d'entrée d'information c'était le clavier. Avec l'arrivée du Newton, si on relit les papiers de l'époque, hein, on a dit le clavier c'est fini, on va passer au stylet. Et aujourd'hui, avec l'iPad, on revient à un clavier virtuel, mais on revient à un clavier. Alors l'Imate, voilà, je vais me reculer un petit peu. L'Imate c'est ça, donc vous voyez à peu près la taille que ça fait. C'est une petite valise parce qu'il était destiné en partie au marché de l'éducation. Et puis alors quand je l'ouvre, voilà, quand je l'ouvre, j'ai un beau petit appareil hein, avec un écran qui est quand même assez grand. Il doit clavier, faire. Comme l'iPad Je vais aujourd'hui mettre. en option. Voilà, je vais mettre à côté un iPhone pour qu'on se rende compte de la taille. Hein. D'accord hein. Alors, Voilà. est-ce que ça, quand même, ce design, messieurs, ça évoque quelque chose pour vous, quoi? Si vous avez connu Apple à la fin des années 90, ça montre Ouais. que quand même le Newton, L'iBook. l'iBook, bien sûr, avec sa forme de coquillage, mais surtout le translucide, regardez bien, on voit au travers. Mmh. Et la légende veut, je sais pas, monsieur X, si c'est vrai, que c'est ce produit-là, designé déjà par Jonathan Ive, qui est aujourd'hui le designer en chef, vice-président d'Apple, qui aurait fait remarquer ce petit jeune auprès de Steve Jobs. Et donc lui aurait donné carte blanche. Je me trompe? En tous les cas, oui, ce qui se dit, c'est que cette idée du plastique translucide, c'est une des choses qui a été gardée, qui est à la base du design de l'iMac, oui, effectivement. L'iMac qui a sauvé Apple de la faillite, comme quoi le Newton y a un petit peu contribué, messieurs. Alors parlons un petit peu de l'iPad. En quoi Apple, selon vous, a appris de cet échec, monsieur X, et peut-être en étant beaucoup plus mesuré qu'à l'époque sur les ambitions de l'iPad aujourd'hui? Vous croyez? Je sais pas. C'est moi qui pose les questions. Ah ouais, je crois, ouais. Non, bah écoutez, non, je sais pas si on peut dire qu'Apple a tiré des leçons directement Allez, lâchez-vous, monsieur. de l'échec du Newton. Hein. Moi, quand j'étais là-bas, le Newton était un produit qui était déjà totalement oublié, même si la tombe était encore fraîche. Je pense qu'effectivement, ça a renforcé ça très clairement, et il le martèle toujours, hein, Steve Jobs, dans sa conviction que quand un produit sort chez Apple, il est fini, il doit avoir une très bonne qualité et des scénarios utilisateurs évidents au sens qui apportent un vrai plus. Et c'était pas le cas avec Newton. Depuis, Apple a quand même fait très 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 peu d'erreurs en termes de sortie produits, même si tous ces produits n'ont pas été parfaits. Et en tous les cas, a eu un taux de succès en termes de lancement plus fort que la moyenne de l'industrie. Je crois que c'est ça la grande leçon, c'est ne lancer les produits que quand on en est vraiment vraiment sûr. C'est pour ça, Cédric, que l'éventail des fonctionnalités de l'iPad est relativement limité peut-être aujourd'hui.
C'est ça la source de déception, c'est que on s'attendait, mais souvenez-vous de ce qu'on entendait avant le lancement, où on disait vous allez voir ce que vous allez voir en termes d'interface, il va y avoir de l'invention de nouveaux modes d'interface, etc. Et finalement non, ce qu'on a trouvé c'est une très très grande familiarité d'interface, des fonctions qu'on connaît déjà réécrites pour, des applis qui ont été réécrites comme iWork et d'autres, mais de fait il y a pas une grande, c'est ce qu'on se disait à la fin de la keynote, il manquait un moment waouh, enfin il manquait un truc où on se disait ça y est, le monde a changé quoi. Ouais, il manquait le One More Thing et à l'analyse, on se dit finalement c'est ça, c'est que pour l'avoir testé, ce que promet l'iPad, il le fait vraiment vraiment bien, mais il promet pas plus que ce qu'il sait faire parfaitement. Mais après, c'est vrai que la transformation de la promesse, c'est pas la base matérielle. Jusque là, on n'a rien à redire à part les manques de connectique. Enfin, on a déjà eu ce débat. Mais la promesse, elle va être remplie par les applications qui vont être écrites pour. Et maintenant que ça fait 7 jours que les développeurs ont le SDK, il va se passer des choses. Philippe, on peut dire qu'aujourd'hui Apple est dans la même situation qu'elle l'était il y a 17 ans au moment du lancement du Newton et doit évangéliser, c'est dur à dire, le marché et faire ses preuves qu'il y a effectivement de la place pour ce type de produit, pour une ardoise magique comme était le Newton en son temps. Je pense qu'il y a aussi une grosse différence en termes de méthode de marketing et de communication, parce que alors je ne me rappelle pas du lancement du Newton, mais je suis pas du tout certain qu'au lancement du Newton, il y a eu des reportages au journal de 20 heures pour annoncer ça comme un événement majeur et qu'il y a eu la couverture presse. Je crois que cette démarche ouais, voilà, mais cette démarche de communication qui fait que tout le monde parle aujourd'hui de ce produit-là dans le grand public, c'est aussi pour Apple une manière de s'assurer un succès auprès de gens qui vont être beaucoup moins pointus que nous quatre et l'ensemble des personnes qui écoutent et qui elles comme nous peuvent avoir une forme de déception pour le grand public. Pour Madame Michu qui va se faire offrir ça pour la fête des mères, je pense qu'il y aura déjà un produit fabuleux. Eh ben dis donc, une fête des mères à 500 €, c'est une Madame Michu riche. Belle fête des mères. Mais il y en a qui aiment leur maman. C'est vrai qu'Apple a changé de braquet, on peut dire, entre les années. Non mais Philippe travaille dans le 92, forcément il se rend pas compte il domine la défense, donc forcément. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler chez lui, il voit Neuilly, plutôt tout ça. Donc il faut rappeler que le musée de l'informatique, il faut rappeler qu'il est au sommet. Il faut redescendre de 25 étages, Philippe. Ouais. Donc il faut rappeler que le musée de l'informatique est au sommet de l'Arc de la Excusez-moi, Défense. j'insiste quand même parce que quand je vois que il y a d'autres tablettes pour Noël, on a offert le Cook là. Je sais pas s'il y en a l'un d'entre vous qui s'est acheté le Cook pour cuisiner dans sa cuisine, mais ça vaut plusieurs centaines d'euros et en plus faut payer un abonnement à 30 ou 40 € par mois. Je pense que manifestement il y en a qui ont les moyens. Ils n'en ont pas vendu des masses. Concrètement, aujourd'hui... là, c'est plié. Messieurs, aujourd'hui, on entend dire tout et son contraire sur l'avenir de l'iPad. Il y a des chiffres qui sortent cette semaine. JFK qui annonçait, rien que pour la France, près de 400 000 ventes, ce qui me semble un peu énorme. Mais bon, vous en pensez quoi, concrètement Cédric, tu crois vraiment, toi, au succès 400 000 ventes, ça dépend. 400 000 ventes cette année, là. Ouais. C'est la fin de l'année. Allons-y, n'ayons pas peur. 450, moi, j'ai vu le chiffre. 450, je crois que c'est 450 000 ventes. Ouais. Pour un truc qui sortirait fin mars, oui, c'est pas mal, mais ça peut être dans les clous. Mais on a vu toutes les études américaines des cabinets d'analystes. Honnêtement, regardez, bougez pas, je vais vous faire une étude. Voilà. 1,2 million. Voilà. Et dites-moi le contraire. Je veux dire, les études vous disent pour les États-Unis entre 1 million et des trucs délirants, genre 8 millions. Ouais, 8 millions, je sais même pas si Apple arrivera à les produire. Parce qu'il y a quand même. Enfin, à les produire. On va demander à monsieur. On va demander à monsieur Foxconn surtout, mais. qui ne parlera pas plus qu'Apple. Ouais. Mais non, je pense que c'est aussi l'une des explications de la bonne surprise du prix. Si Apple avait été certain de faire un carton immédiat, je vous promets que ce truc coûterait pas 500 $, c'est-à-dire 500 €. Monsieur X, vous y croyez à cet objectif de 450 000 exemplaires en France? Il y aurait d'autres études, non. Je crois. Non, bah voilà. Non, j'y crois pas, mais la petite mathématique que je fais, elle est assez simple. Bon, il faut toujours avoir plusieurs chiffres d'abord. Moi, je vais m'appuyer sur une deuxième prédiction qui a été faite un jour après celle de GFK, qui est parue, je crois, chez Reuters. Qui parle plutôt de 200 000, un marché de 200 000 tablettes pour la France en 2010. Ouais. Donc si on ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà pas mal. Si on prend ces 200 000 tablettes
Ouais, pour la France en 2010. On sait que les produits vont arriver qu'au deuxième trimestre au mieux, donc Apple ne va vendre que pendant 3 trimestres, et puis ils vont peut-être avoir, allez, 75% de part de marché, ce qui serait quand même énorme. Donc 75% de 200 000, ça fait déjà 150 000. Si on se dit qu'ils vendent que sur 3 trimestres et qu'on rapplique ce petit pourcentage de 75%, ils ont un potentiel peut-être de 125 000 tablettes à vendre, ce qui sera déjà énorme, parce que ce qu'il faut se redire ensemble, c'est que c'est pas le produit de monsieur tout le monde, c'est 500 € le modèle de base, et vous êtes vraisemblablement amené à acheter 1 ou 2 accessoires, ne serait-ce que la station d'accueil pour pouvoir en faire un cadre photo et le poser, peut-être une housse de protection, et puis peut-être ce fameux connecteur USB et SD pour pouvoir décharger vos photos en direct. Donc on est plus sur une gamme de prix aux alentours de 600 €, et 600 €, trouver 100 000 personnes qui vont dépenser 600 € alors qu'ils sont équipés d'informatique, il va falloir aller les chercher. C'est pas gagné d'avance, mais de toute façon la réponse finale c'est les clients qui la donneront. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui achètera un iPad à 600 € dans la même année, s'achètera pas forcément un MacBook, donc va y avoir une certaine cannibalisation avec d'autres produits. D'accord, donc là, c'est loin d'être encore un succès. Surtout est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de réseau de distribution, puisqu'a priori, l'un des plus gros vendeurs de la pomme en France, c'est la Fnac, et la Fnac, elle vend aussi des livres, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cannibalisation là aussi? Oui, mais enfin, vous savez, c'est pas les entités sont pas marchent pas toutes forcément dans le même sens. Hein. Regardez chez Amazon, je pense que les gens qui font les logiciels de lecture Kindle pour les machines autres que le Kindle, bah ils vont le faire pour l'iPad. Ça va être pareil à la Fnac. Je veux dire, les gens qui s'occupent de l'informatique à la Fnac, ils vont avoir envie de vendre l'iPad. Même si à côté, oui, de fait, la Fnac vend des bouquins. Je pense pas que ce genre de choses soit aussi monolithique. Mais il va quand même se passer un truc, c'est que tous les gens, c'est-à-dire vous, moi, nos amis qui se posent la question en disant allez, je l'achète ou je l'achète pas, ce qu'on a vu apparaître cette semaine avec l'emplacement de la caméra qui est déjà dans le cadre de l'iPad, prête à accueillir la caméra, tout à coup il y a plein de gens qui vont se mettre à attendre la version 2 quoi. Ouais. Enfin bon, de vous à moi, je pense que, enfin, si on regarde bien, en fait, vous avez vu la photo de Steve Jobs qui montre ça ou pas? Vous avez vu la photo? On voit Ouais, une moi photo. je l'ai vu Et en fait, on s'aperçoit que si on regarde de près la photo de Steve Jobs, c'est simplement l'iPad qui est à l'envers, et c'est le bouton qui est identique à celui de l'iPhone qui est là, qu'on voit. Oui, enfin, vous avez quand même vu les photos de ce prestataire qui a reçu les premières pièces détachées d'iPad, et il y a un beau cadre iPad avec en haut l'emplacement exact, et d'ailleurs il a même désossé un MacBook pour montrer que c'est exactement le même emplacement pour la même caméra que sur les MacBooks. Il y a pas et puis il n'y a pas de surprise dans le SDK, est-ce que c'est dans le Oui, SDK non, où il y a mais des applis, ça, il n'y a pas de doute, mais de on même. peut rajouter une photo en allant chercher le fichier ou en prenant une photo. Oui, Ah, mais de comment? même que l'iPod Touch aussi devait arriver, il y aurait un emplacement également et des composants pour ça, Absolument. mais bon, pour l'instant, ils sont loin d'être là, et c'est pas trop dans l'habitude d'Apple, monsieur X, de présenter un produit et puis de voir arriver un nouveau avec des spécifications en plus. Non, c'est pas très habituel ça chez Apple. Bah non, si, c'est ça pas s'appelle l'iPhone. Bah oui. Comment ça? Ah bah Ah oui. Expliquez-moi. Enfin, Bah la V2 de l'iPhone, je suis désolé, l'iPhone 3G, Non, mais c'était elle est un arrivée vrai un an pas en après. avant, Elle est arrivée un GPS, an 3G. après. Entre le moment où elle a été Ah oui, lancée en c'est ça que je vous janvier, dis. où elle est arrivée en juin, il s'est pas passé. Ah il y non, a non, pas eu de non, je modif. suis pas en train de vous dire que la caméra va arriver directement dans le modèle qui va être commercialisé fin mars. Alors tout va Je vous bien. dis qu'il y a plein de gens qui se disent je risque d'attendre la V2, la vraie V2 de l'année prochaine, j'imagine, pour avoir peut-être plus de connectique, la caméra et le reste. des choses en moins peut-être, des choses en plus. Ça serait étonnant. Mais il faut aussi rappeler qu'une des forces de l'iPad, c'est ses applications. Et là, Apple n'a besoin de personne pour, grâce à sa communauté de développeurs, améliorer les fonctionnalités du produit, en proposer des nouvelles. Donc ceci va peut-être un peu compenser cela. Bien, on aura l'occasion encore une fois. Et puis Oui, ça c'est vrai. donne un ballon d'oxygène aux développeurs qui aujourd'hui se battent honnêtement sur un marché totalement bouché sur l'iPhone et l'iPod. Quand on dit 140 000 apps, c'est pas forcément seulement une bonne nouvelle, en tout cas pour les développeurs. Moi j'en ai rencontré qui vous disent non, c'est une vie terrible, quand on n'est pas dans les 10 premiers, on est nulle part, on peut changer le prix, ça change pas les ventes, enfin bref, il n'y a pas d'élasticité du marché, et tout à coup l'iPad arrive comme une espèce de ballon d'oxygène où ils se disent voilà un nouveau marché où tout à coup on pourrait peut-être se retrouver dans les 10 premiers de notre catégorie.
priori. Oui. On aura donc l'occasion de revenir dans On refait le Mac, du moins j'espère, et de débattre encore sur l'iPad. C'est un sujet qui va alimenter encore pas mal de discussions. Je vous propose, messieurs, de passer à vos coups de cœur. On refait le Mac. Donc vos coups de cœur, messieurs. On va commencer par Cédric. Moi, c'est un truc que j'ai découvert à San Francisco la semaine dernière. Pour tout vous dire, étant donné qu'on renvoyait beaucoup de sujets LCI, voire même des émissions entières, etc., on avait besoin d'une bonne grosse connexion Internet. Alors j'ai découvert deux trucs. D'abord, le modèle freemium appliqué au Wi-Fi dans les hôtels. Dans l'hôtel où j'étais, il y avait du Wi-Fi gratuit, mais vraiment pas très véloce. Mais enfin bon, pour faire son mail, aller voir quelques pages web, ça marchait. Mais si vous vouliez du vrai Wi-Fi qui allait vite, fallait payer. C'était pas cher, mais fallait payer. Et alors surtout, du coup, on a trouvé des solutions alternatives chez un ami qui lui habitait dans un immeuble neuf avec un type de connexion internet qu'on ne connaît pas chez nous, ça s'appelle WebPass. En fait, c'est une connexion hertzienne avec des faisceaux hertziens qui pointent chaque immeuble, si j'ai bien compris. Et à l'intérieur de l'immeuble, vous avez 100 mégabits dans chaque sens. En gros, ce qu'on nous promet avec la fibre. Et en plus, ça coûte $45, ce qui est rien aux États-Unis. Aux États-Unis, pour 60 ou $70, vous avez du petit ADSL à 4 mégabits, souvent, même si vous êtes en plein dans la Silicon Valley. Ça s'appelle WebPass. Allez jeter un œil à ça sur Internet. Je trouve ça intéressant parce que tout à coup, ça permet de mettre du très haut débit dans les immeubles sans avoir à câbler, à faire de la voirie. Regardez les débats qu'il y a entre France Télécom, Orange et les autres fournisseurs d'accès en ce moment. Bien. Voilà, ça s'appelle WebPass. Philippe, de ton côté, un petit coup de cœur ou un coup de gueule, si tu as. Ah bah écoute, vous avez droit aux deux. Un coup de cœur parce que moi j'aime bien ce qui est en train de se faire justement autour de l'iPad avec les fabricants de journaux. Parce que je pense que s'il y a quelque chose à révolutionner, c'est le modèle des journaux papier. La quantité d'arbres qu'on imprime tous les jours pour les mettre à la poubelle parce qu'on les a pas vendus, ou simplement les journaux gratuits. Philippe, hein. Mais bon. Ouais, mais il y a quand même énormément de boulot à faire là-dessus. Et je pense que l'iPad peut vraiment nous aider. Et par contre, en coup de gueule, je rebondirai sur ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que moi j'ai vraiment l'impression avec l'iPad que ceux qui achèteront la version 1 vont se faire entuber et qu'il faut absolument attendre la version 2 parce qu'on aura vraiment beaucoup de choses. Non. Oh. Je suis pas sûr parce que c'est ce que j'ai dit dans un papier que j'ai fait sur TF1 News, c'est que les limitations qu'on voit nous, le vrai grand public, en gros ma belle-mère, elle ne verra pas ces limitations. C'est-à-dire que l'absence de multitâche. Ah bah oui, mais tu viens de dire que clavier... tu voulais pas l'offrir à ta mère, tu vas pas l'offrir à ta belle-mère. Non, c'est Monsieur X qui voulait pas l'offrir à sa mère. Mais... Non, c'est pas moi, c'est Monsieur X qui veut pas l'offrir à sa mère. D'ailleurs, ça sera répété et amplifié. Je pense qu'elle sera ravie. Ma mère Absolument. n'est pas de la chair à canon pour le marketing d'Apple. Ça reste un pari pour Apple d'ailleurs, mais la question c'est de savoir ça. Est-ce que le vrai grand public va pas forcément se ruer dessus, parce que c'est pas comme si on répondait à une demande inscrite dans le marbre depuis des années, mais est-ce que le grand public va saisir l'intérêt immédiat de cette chose et en arrivant à passer au travers des limitations que nous on y voit. Monsieur X, juste pour info, on sort du sujet, mais c'est pas grave. Vous qui étiez Apple au moment du lancement de l'iPod, c'est pas un secret, il y a prescription. Vous en aviez vendu combien le premier mois en France? Le premier mois, ça se mesure pas comme ça. Au trimestre, ça se mesure allez, sur un trimestre. Je crois que ce qu'on appelle le quota, c'est-à-dire le nombre de pièces qui nous étaient allouées à vendre sur le dernier trimestre de l'année 2001 était aux alentours de 25 000. Donc ça, c'était les iPods qui étaient à disponibilité des revendeurs pour être vendus. Maintenant, combien de clients finaux avaient acheté parmi ces 25 000 un iPod pour eux-mêmes ou à offrir à Noël, c'était certainement pas 25 000, on était à mon avis même pas à 10 000. Ce qui veut dire qu'on est très très loin des chiffres de l'iPod aujourd'hui. Ça montre qu'il y a eu une lente montée en puissance de l'iPod avant de connaître le succès qu'il est devenu par la suite. Donc il n'y a pas... Oui, parce que ça n'intéresse pas tout le monde aujourd'hui. On va pas faire un cours de marketing express, mais ces fameux primo-adopteurs, on dit early adopteurs en anglo-saxon, qui vont trouver un usage très particulier dans le produit et vont sauter dessus et vont être prêts à mettre 600 €. Mais c'est pas tout le monde. C'est le prix de l'iPod à l'époque en plus. C'est en général pas des familles. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'iPod a été introduit, si ma mémoire est bonne, à 549 € TTC. On était le 20 octobre 2001. Donc ça écrème quand même bien le potentiel. Donc c'était c'est le trimestre de Noël en plus. Alors que là, l'iPad il est lancé après Noël. C'est pas un souci. Et puis Apple s'est très bien géré ça, lancer une deuxième génération, élargir. Mais ça leur permet une chose, c'est que leur première génération,
et pas un produit approximatif. Ça reste un produit de très bonne facture et de très bonne qualité. L'objectif est de séduire vraiment ces personnes qui vont devenir des gens qui vont évangéliser le reste du marché ensuite. Donc Ouais, c'est C'est cohérent. l'enjeu dans pour Apple. Apple, évangéliser. On continue avec vous, Monsieur X. Donc votre coup de cœur, Monsieur X. Alors moi c'est tout simple et c'est gratuit pour une fois. J'espère que j'en ai pas déjà parlé. C'est un screensaver qui est le seul screensaver dont je ne me lasse pas. Il est fait par des Français. Il s'appelle Anouki, A-N-O-O-K-I. C'est sur Mac et PC. Ah, personne n'est parfait. Et vous pouvez aller le chercher sur leur site. Donc anouki.com, c'est fait par une petite société de designers à Lyon qui a beaucoup de talent, avec des petits personnages, c'est très rigolo. Il y a un éphéméride, des news. Vous pouvez évidemment connecter à cet écran des flux RSS pour mélanger vos informations personnelles, et elles vont être repris par les petits personnages de l'interface qui en font une animation permanente. Pardon. C'est beau, c'est simple, c'est gratuit. Bravo. C'est peu rapporté. Non, c'est pas ça. Merci Monsieur X. De mon côté, le coup de cœur, c'est aussi une solution gratuite et libre. Ça fait plaisir à Cédric qui nous en parle quasiment à chaque fois, à chaque fois on fait le Mac. C'est même pas vrai, Oui. mais c'est important. C'est important. Ça s'appelle OpenOffice for Kids et c'est une version donc allégée d'OpenOffice, simplifiée avec une interface pour les enfants, pour le milieu scolaire. Moi, c'est vraiment un produit intéressant qui est en plus intelligent. Et surtout que j'attends avec impatience la version iPad, car vous savez que moi mon dada c'est de voir arriver l'iPad en version cartable numérique, j'y crois beaucoup. En tout cas messieurs, merci d'avoir participé à cette... il dit non Cédric, mais on verra dans quelques mois, dans quelques années. Merci d'avoir participé à cette 9e édition d'On refait le Mac, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. J'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à réagir, à laisser vos commentaires là en dessous sur le www.onrefaitlemacom. Messieurs, mille merci, à la semaine prochaine. Bonsoir. Salut, bonsoir. Au revoir. Ciao.